Salut à tous, c'est Cesium, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous amène explorer le monde de la matrice. Allez, c'est parti. Quand on parle de Matrice, on pense quasiment immédiatement au film mythique de 1999, The Matrix avec Keanu Reeves. Alors si l'évocation de la Matrice fait rêver les plus nerds d'entre vous, vous laissant imaginer prendre le contrôle sur tout un monde virtuel, ce concept reste tout de même assez complexe à envisager pour le commun des mortels. On va donc voir ensemble dans quelle mesure ce concept de réalité virtuelle poussé à son paroxysme pourrait exister. Bon, on va commencer par un petit rappel de ce qu'est la Matrice telle qu'évoquée dans le film des sœurs Wachowski. Grosso merdo, la Matrice est un monde informatique virtuel créé par les machines dans lequel la plupart des humains vivent sans avoir conscience que tout ce qu'ils voient est faux. Toutefois, quelques personnages au gré de péripéties arrivent à s'extraire de ce monde et se battent pour faire libérer l'humanité de l'emprise des machines. Voilà, donc ça c'est pour le synopsis du film. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'il en est dans la fiction, on va voir comment on peut appliquer ce concept au niveau de notre monde réel et à notre échelle. Et quand on fait ça, on voit apparaître 4 problématiques qu'on va voir ensemble. La première problématique, c'est le stockage et l'alimentation électrique. Dans le film, cette question est résolue par les machines en utilisant la bioénergie des humains. Ceux-ci sont cultivés dans d'immenses champs et reliés à toutes sortes de tuyaux afin d'en extraire l'énergie et la connexion neuronale pour le stockage des informations. Bon, clairement, nous on n'en est pas là, et heureusement. Il va donc nous falloir énormément de place pour le stockage de toutes les pensées, souvenirs et consciences de l'être humain. Des gens se sont penchés très sérieusement sur cette question, notamment à la Salk Institute Biological Studies aux États-Unis, et ils ont déduit d'expériences faites sur des rats que notre cerveau aurait une capacité d'environ 1 pétaoctet. Imaginez que vos souvenirs, vos connaissances et tout ce qui fait votre conscience pourraient être contenus dans 63 disques durs de 16 Tera. Ça fait environ 250 ordinateurs personnels. Donc pour contenir toute la mémoire humaine des quelques 8 milliards de personnes que nous sommes à l'heure actuelle sur la Terre, il faudrait 504 milliards de disques de 16 Tera, tels que celui-ci. Ajoutez à cela le stockage nécessaire pour la conservation des informations accumulées depuis l'existence de l'homme, et vous obtenez un chiffre démentiel qu'il n'est même pas possible de se figurer. Et je ne vous parle même pas du stockage des données inhérentes à l'environnement dans lequel l'homme évolue et de toutes les variables possibles. Mais en admettant que nous soyons capables d'atteindre d'une manière ou d'une autre cette capacité de stockage informatique, il nous faudrait pouvoir alimenter tout ça. Alors pour vous donner une ordre d'idée, ce disque SSD consomme environ 7 watts. Alors si on multiplie cette puissance aux quelques 504 milliards de disques dont on a besoin pour alimenter toute notre architecture de stockage, il va nous falloir 198 fois plus de consommation électrique que ce que nous consommons à l'heure actuelle en France sur un an. 198 fois plus. Ça représente un besoin de production d'énergie 57 fois plus important que ce que nous sommes capables de produire à l'heure actuelle en France. Et pour finir d'enfoncer le clou, c'est quasiment 1,5 fois de plus que la consommation d'électricité mondiale annuelle. J'exclus volontairement les systèmes d'alimentation, les processeurs, les moteurs de rendu, l'interface homme-machine dont on parlera plus tard, et les systèmes de communication machine-machine. Ce qui m'amène à vous parler de la pierre angulaire de ce concept de matrice, l'IA. Pour que ça fonctionne, tout le système devra reposer sur une IA parfaitement programmée, capable de gérer 8 milliards d'individus de façon totalement autonome et crédible, et le tout dans un environnement parfaitement recréé avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors l'IA, ce n'est pas de la science-fiction, vous le savez, nous avons de l'intelligence artificielle tout autour de nous dans notre quotidien. L'intelligence artificielle est une technologie très vaste qui permet de faire plein de choses, mais pas forcément tout en même temps. Je m'explique. Un assistant vocal va par exemple capter grâce à ses micros une commande vocale que vous lui adressez. La phrase est alors analysée et retranscrite en mots pour être envoyée sur les serveurs de la société exploitante de l'assistant. Un analyseur sémantique va ensuite analyser le sens de votre demande et proposer les ressources nécessaires afin de vous transmettre une réponse. C'est ainsi que fonctionnent les IA des assistants vocaux. Admettons maintenant que nous souhaitions gérer la façon dont chaque individu va simplement devoir agir ou se déplacer dans son environnement. L'IA va devoir calculer pour chaque personne son parcours, les obstacles éventuels sur lesquels il va évoluer, les risques de collision avec d'autres individus,
Bref, tout un tas de variables s'enchevêtrant dans un beau bordel. Alors on retrouve ce type d'IA dans les jeux vidéo tels que GTA, Watch Dogs ou encore dans des simulateurs utilisés par des architectes de lieux publics pour visualiser comment chaque personne va réagir à un ordre d'évacuation d'urgence. C'est encore une des possibilités de l'IA. Enfin, cette dernière devra gérer également toute la partie environnement, que ce soit la faune et la flore, avec laquelle chaque personne pourra interagir. Et là, je pense que vous comprenez que toutes les variantes et les variables entrant en jeu sont démentielles. Alors je m'arrête là pour la partie IA parce qu'il y a évidemment beaucoup à dire et ça prendrait beaucoup plus qu'une vidéo. Mais acceptons encore une fois que, ok, nous soyons capables de créer une telle IA. Non, pas celle-là. Bon, faudrait-il encore une fois que ceux qui soient créés soient crédibles. Crédibles visuellement. Bah oui, puisque le but c'est quand même de pouvoir se balader dans cette matrice. Mais si c'est moche comme dans Minecraft, c'est pas la peine. Alors petite question, quelle différence peut-il y avoir entre ce que vous voyez dans un jeu vidéo à l'écran et ce que vous voyez autour de vous? Dans la réalité, ce que vous le voyez parce qu'il est bien là. Ce qui est également vrai si vous ne le voyez pas. Le mur derrière vous est bien là, pourtant vous ne le voyez pas. De même que le pâté de maison qui est à 300 mètres de chez vous. Tout ce que vous voyez est là où il doit se trouver au moment où vous regardez. Dans un jeu vidéo, c'est un petit peu différent. Comme tout ce que l'on affiche demande pas mal de ressources processeurs et graphiques, les créateurs de jeux ont trouvé une petite parade pour ne pas faire apparaître ce que vous ne regardez pas. Donc, en clair, si vous vous déplacez dans l'environnement du jeu, tout ce qui se trouve devant vous va être calculé et affiché, et tout ce qui se trouve derrière vous va être effacé afin de soulager le moteur du jeu. Bon, en réalité, tout ne disparaît pas, le moteur va tout simplement dégrader la complexité des éléments affichés afin de faciliter le traitement des données. On dit qu'il passe l'environnement en low poly. Et là, vous comprenez pourquoi ça pose un autre problème. Si l'IA gère 8 milliards de personnes, il est quasiment impossible de passer l'environnement en low poly de manière globale, puisque chaque individu doit voir l'environnement dans sa qualité naturelle. Alors, c'est vrai sans être vrai, puisqu'un personnage d'IA n'a pas forcément besoin de voir son environnement pour agir, puisqu'il répond aux ordres de l'IA lui-même. Donc ça reste une question de point de vue subjectif. Enfin, si je puis dire. Bon, maintenant il va falloir pouvoir rentrer physiquement dans ce monde virtuel. Dans le film, les hommes utilisent une connexion filaire grâce à une prise implantée dans leur cou à la naissance par les machines. Cette connectique leur permet, via un câble bien dégueulasse, de se connecter physiquement à la matrice. Bon, même si des progrès ont été faits dans le milieu technico-médical, on est encore loin de pouvoir se connecter directement à une machine pour en prendre le contrôle. Des sociétés telles que Neuralink, une société d'Elon Musk, développent une interface entre le cerveau et un ordinateur qui pourra permettre à une personne de retranscrire ses pensées directement sur son PC. D'autres chercheurs ont déjà réussi à implanter un capteur électrosensible dans le cerveau de cobayes, permettant le pilotage de curseurs sur un écran afin d'exécuter des tâches relativement simples. L'avenir est donc aujourd'hui au perfectionnement de l'utilisation et de la miniaturisation des technologies afin de faire quelque chose de moins intrusif pour l'exécution de tâches complexes, voire l'interconnexion totale entre le cerveau et la machine. Si vous rêviez de voler ou de tordre des cuillères dans un monde totalement virtuel, vous avez compris qu'en l'état actuel de nos connaissances et de notre technologie, on n'y est pas encore. En attendant que tout cela devienne possible, il ne vous reste plus qu'à relancer une partie de GTA V et de vous prendre pour un héros après avoir cliqué sur le pouce bleu de cette vidéo et de vous être abonné à la chaîne. Bon, il ne reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas d'être curieux et ciao!